BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Et on retrouve notre bibliothécaire, Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie. Bonjour Emmanuel. Marjorie, journaliste à BFM Business. Marjorie, vous nous emmenez aujourd'hui flâner dans l'histoire des villes. Avec exactement. Métropolis de Ben Wilson. C'est un livre qui est sorti en anglais en 2020 et il a tellement cartonné qu'il a été traduit dans une quinzaine de langues. Et là, il vient tout juste de sortir en français. Ben Wilson retrace en fait l'histoire d'une douzaine de villes. Alors ça va de Uruk en Mésopotamie en passant par Paris, Londres, Alexandrie. Et l'auteur en fait nous explique l'impact que ces villes ont eu sur l'humanité tout entière. Alors Ben Wilson, pour le présenter rapidement, Marjorie. C'est un historien anglais. Il a déjà publié plusieurs ouvrages, dont un très remarqué qui s'appelle What Price Liberty, pour lesquels il a obtenu de prestigieux prix. D'accord. Alors, le premier intérêt de ce livre, c'est qu'il nous explique à quel point la ville a été un facteur de progrès, en fait. Oui, que ce soit Londres, Uruk ou encore New York, chaque ville a sa propre histoire, mais toutes, en fait, ont dû inventer à leur échelle le vivre ensemble. Et c'est justement ce vivre ensemble qui a permis de partager des savoirs. L'auteur montre, par exemple, que la ville est le siège de nombreuses inventions. L'écriture à Uruk, le début de la spéculation boursière dans les cafés à Londres au 19e siècle. Ah ouais. Ou encore le commerce à Bagdad. Et alors Wilson, ce qu'il explique, et c'est ça vraiment qui est très intéressant, c'est que dès qu'une ville prospère, c'est parce qu'il y a une interaction entre ce qu'il appelle la cité formelle et la cité informelle et non officielle. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que la ville laisse une place à une sorte de bazar d'expérimentation qui par la suite devient féconde. D'accord. Et alors effectivement, ce qui est aussi intéressant dans l'ouvrage, c'est de voir la capacité des villes finalement à muter, à se transformer en permanence. Oui, ça se voit particulièrement avec les épidémies, par exemple au 19e siècle, que ce soit la peste ou le choléra, ça a impacté tout l'urbanisme en Europe. À Paris, par exemple, le baron Haussmann a élargi les rues pour éviter la contamination. Le Corbusier s'est inspiré des sanatoriums pour révolutionner l'habitat. On pourrait aussi parler plus récemment de l'immigration latino-américaine qui a complètement changé l'urbanisme à Los Angeles. Et donc, ce qui est fascinant, en tout cas, c'est de voir justement à quel point les villes sont mouvantes. Oui, et la question c'est à quel point aussi les villes vont fasciner bien sûr, mais vont façonner le monde de demain, puisqu'on sait par exemple qu'il y a un lien entre l'urbanisation et le ralentissement de la démographie. Qu'est-ce qu'il nous dit sur les villes du futur et que disent les villes sur notre futur? Déjà, les villes dans le futur, ça va être un enjeu qui va être énorme parce que déjà en 2050, 2/3 de la population mondiale vivra en ville. Donc ce livre, il a une résonance particulière. Ça veut dire aussi qu'il faudra continuer à lutter contre le réchauffement climatique avec une population qui sera encore plus dense et que donc tout est encore à réinventer. Et ce qui est passionnant dans l'ouvrage, c'est qu'on comprend que les changements viendront majoritairement des habitants et de leur dynamique plutôt que des technocrates et d'une décision comme ça imposée. Merci beaucoup Marjorie. Eh bien lui aussi, ça y est, il est arrivé en ville. Benaouda Abdelnaïm, notre globe-trotteur, qui va nous entraîner lui aussi avec sa moisson d'études aux quatre coins de la planète. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Benaouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence avec un travail sur une donnée cruciale de l'avenir de la planète dans les 50 prochaines années, le capital humain de la Chine. En 2023. Alors, c'est un document annuel chinois que sort depuis 15 ans maintenant le Centre de recherche sur le capital humain et l'économie du travail. Et il a été l'objet d'un symposium international en Chine très remarqué le mois dernier en présence d'universitaires nord-américains, asiatiques, chinois bien entendu. Li Haicheng et ses co-auteurs établissent que la main-d'œuvre chinoise est certes davantage instruite depuis ces 15 dernières années. Ouais. Mais elle perçoit moins de revenus. Ils ont scruté les données de la population active entre 1985 et 2021. Il y a désormais un rendement marginal, un gain pour parler clairement, décroissant pour chaque année supplémentaire de scolarité. Là où le nombre moyen d'années d'éducation du personnel en zone urbaine chinoise est passé d'un peu plus de 8 ans à près de 12, en zone rurale, c'est passé de 5,5 à un peu plus de 9. Et pourtant, cela paye pour ainsi dire, de moins en moins de rester une année de plus à l'école, en particulier pour une femme dans une ville.
mais même pour un homme dans une ville. Cela se tasse. À la fin des années 2000, chaque année d'études supplémentaires permettait de gagner 8,5% de plus. Ouais. Alors qu'en 2020, cette hausse annuelle est descendue sous le seuil des plus 6%. Le professeur Lee explique qu'il n'y a là rien d'anormal historiquement, car tel est le lot de toute économie dont la population voit son niveau d'éducation globale progresser avec régularité. Ces courbes qui se resserrent ont aussi pour incidence, pour nous dire involontaire, de réduire les disparités de revenus. De ce fait, les inégalités sont moins importantes en Chine. En parallèle, la croissance du capital humain chinois tend à décélérer, série de statistiques publiques à l'appui. En toute logique, le recul de la part de la jeunesse contribue à affecter ce capital national formé de la somme globale des compétences et aptitudes de la main-d'œuvre. Et l'essor technologique de la Chine, fulgurant, extraordinaire, ne parvient plus vraiment à compenser ce vieillissement de la population. Direction l'Amérique latine, Benahouda, que nous apprenne la dollarisation de l'Équateur et de l'ensemble de l'Amérique latine. Ce pays sud-américain actuellement est plongé dans l'actualité internationale depuis le début du mois en un état officiel de conflit interne qui oppose l'ensemble de la force publique, armée comprise, aux gangs du narcotrafic. Mais ce n'est pas de cela dont il est question ici, mais de l'expérience historique qu'a mené l'Équateur d'arrimage total à la devise américaine et qui pourrait servir, nous dit l'auteur, de modèle à l'Argentine du libertarien Javier Milei. Un universitaire colombien qui a également enseigné au Guatemala a rédigé ce plaidoyer. Il s'appelle Daniel Reisbeck. La dollarisation en Équateur constitue une expérience de politique publique la plus importante, selon lui, en Amérique latine des 25 dernières années. Il se prévaut d'un taux de satisfaction des Équatoriens à cet égard de plus de 90%. Pour l'auteur, le citoyen équatorien perçoit des bénéfices palpables du dollar comme monnaie nationale entre guillemets, de manière infiniment supérieure aux désavantages théoriques, je cite toujours, qui, selon lui, viennent surtout d'auteurs nord-américains ou européens qui n'y connaissent pas grand-chose à l'Amérique latine, d'après lui. Alors, le 10 septembre 2000, les Équatoriens, rappelons-le, ont été invités à venir échanger leur sucre, leur monnaie nationale, contre de l'argent américain, au taux de change fixe de 25 000 sucres pour $1. Renoncer à la souveraineté monétaire a permis de maîtriser les taux d'intérêt, les taux d'inflation, y compris, c'est très intéressant, durant une décennie de politique budgétaire très expansionniste. Et si la croissance économique n'a pas suivi, la faute n'incombe pas à la dollarisation en tant que telle. L'universitaire colombien soutient même que cela a servi de police d'assurance durant la période 2007-2017, où il y a eu une hostilité radicale du gouvernement d'alors, celui de Rafael Correa, au mécanisme de l'économie de marché. Si l'expérience venait à être reproduite efficacement en Argentine, du fait de la taille de son économie, de son influence culturelle, écrit-il, d'autres suivraient pour qu'un jour peut-être le dollar devienne à l'Amérique latine ce que l'euro est à l'Europe, c'est-à-dire le moyen d'échanger, de créer de la prospérité et de la richesse, toujours d'après ce chercheur colombien. Passionnant. Benahouda, escalade des tensions entre l'Éthiopie et la Somalie avec l'enjeu du débouché sur la mer. Oui, l'Éthiopie, deuxième population d'Afrique après le Nigeria, après celle du Nigeria, est enclavée depuis 1993 et sa partition avec l'Érythrée. Et Addis Abeba cherche à présent à tout prix à récupérer un accès territorial maritime au nom de son développement économique, de son développement commercial. Les autorités séparatistes du Somaliland entendent le lui octroyer et la Somalie le lui dénie. Le chercheur Mahmoud Zakaria pour le centre MIR basé à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis explique ici les tenants et les aboutissants. Le Premier ministre éthiopien, en octobre dernier, a évoqué un droit naturel vers la mer Rouge. Son économie dépend largement du port de Djibouti pour son commerce extérieur et pour ses importations, moyennant des frais globaux exorbitants, pratiquement jusqu'à 2 milliards de dollars par an, ce qui absorbe donc une partie très importante des recettes d'exportation tournées pour moitié vers l'Asie. Il s'agit de café, de légumes, de cuir, de métaux, d'habillement, mais aussi, nous dit l'auteur, de nouvelles pièces industrielles, notamment pour l'aéronautique. Et Addis Abeba s'est tourné alors vers la Somalie,
qui dispose de plusieurs ports sur le golfe d'Aden, donc vers l'océan Indien. Le ministre somalien des Affaires étrangères a exprimé le refus d'en céder la jouissance. Alors le gouvernement éthiopien s'est adressé au Somaliland séparatiste. Un accord a été passé très récemment pour 20 kilomètres de littoral en location de longue durée, en leasing, et la perspective surtout d'une reconnaissance diplomatique pour un État du Somaliland, entre guillemets. Pour l'auteur, l'Éthiopie entend se positionner ainsi comme seule puissance régionale de la Corne de l'Afrique, et cela depuis au moins 2006 en fait. Elle a compté, y compris sur une aide de la France, nous signale-t-il, pour rétablir une force navale, c'était en 2018. Mais à présent, l'escalade des tensions, selon la formule consacrée avec la Somalie, pourrait avoir de nombreuses répercussions extrêmement dommageables, dont l'ouverture d'opportunités stratégiques pour l'organisation islamiste somalienne Al-Shabaab, qui accuse Addis Abeba de velléité d'annexion. Al-Shabaab qui proclame non aux croisés éthiopiens. L'Égypte vient d'apporter son soutien très marquant à Mogadiscio face aux revendications portuaires de l'Éthiopie. Le bord du gouffre est proche, d'après Mahmoud Zakaria. La sonnette d'alarme est donc tirée. Merci beaucoup, Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre ultime sélection pour aujourd'hui? Alors, un livre dont le titre est Spicilège, Beaux-Arts de l'art Faber. Donc vous n'avez rien compris. Spicilège, c'est un recueil. Ouais. L'art Faber, c'est toutes les représentations artistiques du monde du travail et du monde économique en général. D'accord. C'est un livre, vraiment un très beau livre, un livre superbe, couverture de velours, des magnifiques reproductions essentiellement de tableaux, un peu de sculpture, mais essentiellement de tableaux. Tout ça mis en contexte. Et donc vous avez un livre magnifique qui est une entrée pédagogique, une autre façon de lire l'histoire du capitalisme français et étranger, une autre façon de lire l'histoire économique. C'est absolument magnifique. Et pour 35 €, pour un livre très épais, je trouve qu'en plus l'éditeur Actes Sud a fait un très bon travail. Eh ben merveilleux. Jean-Marc Daniel, votre choix? Alors moi j'ai choisi le dernier livre de Marc Fiorentino avec Gauthier Maes aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle Le guide pour sauver votre retraite et tout est dans le titre. Hein. Donc le livre rappelle l'état des lieux en termes de retraite, y compris la complexité du système malgré les simplifications des dernières réformes. Et puis il donne quelques conseils et à la fin il il répond à des questions qui ont été posées soi-disant aux deux auteurs. Bon, le conseil le plus simple, il y a deux conseils qui sont assez évidents, c'est essayer d'être propriétaire de votre appartement quand vous atteignez l'âge de départ à la retraite, comme ça vos frais de logement seront couverts. Et la deuxième chose, prenez un PER, ça peut pas faire de mal pour compléter les retraites des systèmes qui sont les systèmes publics actuels en vigueur. Alors c'est très pratique. C'est surtout ça moi que j'ai trouvé. Oui, c'est très pratique. En fait, quand on n'y commet rien, voilà, c'est quand même extrêmement bien fait. Et il explique régime par régime, quels sont les enjeux, quelles sont effectivement les possibilités offertes. Non, c'est pratique, intéressant et bien écrit. Voilà, notre ami Marc Fiorentino que vous retrouvez dans C'est votre argent. Et alors qu'il fait feu de tout bois, puisqu'il ressort aussi, je crois, sa finance pour les nuls. Absolument. Voilà, donc écoutez, si vous êtes fan de Marc Fiorentino, vous ne manquerez pas de livres. Moi, j'ai choisi de vous parler du dernier livre d'Alessandro Giraudot. On a déjà parlé de ses livres ici, parce qu'il a fait plein de livres sur l'histoire des matières premières. Alors lui aussi, il raconte quand même extrêmement bien toutes ces histoires. C'est un des nombreux livres préfacés par Jean-Marc Daniel, qui sort cette... Vous faites combien de préfaces par an, Jean-Marc Daniel? J'en fais... vous êtes très sollicité quand même. Oui, je suis très sollicité. Vous êtes bankable, en fait. Je ne sais pas, en tout cas, je suis très sollicité et je ne donne pas systématiquement une réponse oui. Donc, si je l'ai fait dans ce cas-là, c'est parce que je trouve que le texte est intéressant et l'auteur est particulièrement brillant. Mais vraiment, c'est une mine d'histoire géopolitique, économique, de références mythologiques, de curiosité. Ça se lit vraiment extrêmement bien. Je vous lis juste un petit chapitre, enfin un petit passage. Cléopâtre maquillait ses yeux avec le même antimoine qui a permis de soigner le typhus de Louis XIV, mais qui a eu pour conséquence de le rendre chauve. Il est aujourd'hui utilisé comme ignifuge dans les sièges des avions. Voilà, donc il raconte, il vous fait toute une histoire sur... c'est plein de fresques, c'est absolument passionnant. Géopolitique, économie, histoire et anecdotes par Alessandro Giraudot, VA Édition. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, bonne lecture.